Je voudrais dédier ce temps de parole qui m'a été donné par Franck, qui est un ami, dédier ce temps de parole au docteur Christian Durafour, avec qui j'ai travaillé pendant une quarantaine d'années. Et ce qui va vous être présenté aujourd'hui, ici, trouve son origine dans cette rencontre qui remonte à 1972. Avant d'en arriver à parler de l'endobiogénie dans le cadre de la faculté de médecine Saint-Antoine, je prends conscience qu'il nous a fallu 47 ans d'efforts partagés. Hélas, il nous a quittés il y a 2 ans. C'est pour ça que mon émotion est grande de l'évoquer, parce qu'il est entièrement présent dans cette conception qu'est l'endobiogénie, qui est une nouvelle façon particulière d'aborder le malade, dont je voudrais vous apporter certains éléments et les livrer à votre réflexion de médecin ou de soignant. On va donc aborder cette notion de la médecine personnalisée. On en parle beaucoup, on en parle peut-être trop, sans même la définir exactement. Est-ce que la médecine personnalisée, c'est la mise en place d'un traitement en fonction de l'état génomique de l'individu, donc de la tumeur, ou est-ce que c'est une approche de l'individu en tant qu'individu porteur d'une tumeur? La distinction est fondamentale, parce que selon que vous restez focalisé sur la tumeur, vous allez la considérer dans l'évolution de la science, comme elle a évolué au cours du dernier siècle, dans une approche qui est quasiment exclusivement analytique. On est parti dans une simplification obligatoire pour aller de la globalité aux structures, aux sous-structures, aux infrastructures, jusqu'au génome. On va donc, ma réflexion, c'est celle de Durafour, puisqu'on a été collègues pendant 40 ans, on a publié beaucoup de livres ensemble. Cette réflexion, elle a été commune, et très rapidement, au bout de notre installation en 72 à Paris, lui en 73 ou en 72, on s'est posé des questions parce qu'il nous semblait que dans la pratique quotidienne que nous avions, nous étions confrontés d'un ayant passé dans des grands services externats de réanimation, etc., des grands services parisiens. On était confrontés dans nos pratiques de cliniciens à une foule de problèmes dont la réalité montre qu'ils n'ont pas changé 47 ans plus tard, c'est-à-dire les échappements au traitement, les effets secondaires, la complexité de l'approche, les récidives, les transferts de morbidité, etc., etc. Au point que si on regarde les statistiques de la santé actuellement, on se rend compte qu'il n'y a jamais eu autant d'explosions de maladies dégénératives, de maladies cancéreuses. C'est très paradoxal quand on voit à quel point la médecine, au plan de la recherche fondamentale, de l'étude des infrastructures, a fait des progrès considérables. Certains de ces progrès ont même permis de déboucher sur la médecine génomique. Mais c'est quoi la médecine génomique? C'est encore une vision qui est centrée sur l'infrastructure sans la replacer dans la globalité. Et je voudrais vous illustrer à travers cette conférence comment nous avons-nous envisagé de développer, tant dans notre pratique clinique de médecin praticien, Durafour travaillait à Paris, moi aussi, on se voyait régulièrement avec des équipes qu'on a constituées autour de nous, et très rapidement on a été à se poser des questions sur quel était le sens de la pratique que nous faisions. Et on s'est posé la question de savoir, est-ce que les problèmes auxquels nous sommes confrontés tous les jours ne sont-ils pas liés fondamentalement à l'approche exclusivement analytique du vivant que nous faisons dans notre pratique quotidienne, et où l'étiologie spécifique est le cœur du problème? On cherche le germe, on cherche l'enzyme, on cherche le trouble métabolique, on cherche le gène. Quand il y a un germe, on le tue. Quand il y a un trouble métabolique, on essaie de le compenser. Quand il y a un gène défectueux, on essaie de le corriger avec tous les ciseaux moléculaires maintenant. Mais l'individu dans tout ça, où est-ce qu'il est? Parce qu'en réalité, si on reste fixé sur l'infrastructure, sans la replacer dans ses relations
avec les cellules de l'environnement, les groupes de cellules, les cellules qui constituent des tissus, des organes, des fonctions, une globalité, un être humain unique, spécifique, chacun de nous est un être unique. À ce moment-là, on est très loin du génome, parce que c'est un être qui est inséré dans un univers cosmobiologique, relationnel, etc., social. On voit bien le problème actuel. Donc, nous avons une longue réflexion qui nous a pris des années et des années de travail pour introduire cette notion qu'il fallait passer de la pathologie du tissu isolé, du gène isolé, pour aller vers une physiologie qui soit vraiment intégrée, dans une vision intégrante. Pas intégrative, intégrante. La notion d'intégrante, c'est un axe de la réflexion intellectuelle qui fait l'intégration. L'intégrative, c'est le résultat. Mais avant d'obtenir un résultat, il y a une démarche de la pensée. Et cette démarche de la pensée, elle s'appelle, pour nous, appliquer à la médecine, l'endogénie. On va essayer de comprendre ce que c'est. Ça nous a amené à considérer la notion de dynamique, d'interrelation des systèmes, de globalité, et de la nécessité de remettre non pas la maladie au centre du système, mais l'homme au centre, la femme au centre du système. Parce que la maladie, pour nous, n'est que l'expression particulière d'un déséquilibre d'un être dans un état physiologique fonctionnel particulier, qui fait que face à un nerf agresseur, l'une va faire un cancer du sein, l'autre, soumise aux mêmes conditions de stress, va faire une crise d'asthme, et une troisième, une dépression. Pourquoi? C'est donc bien que le rôle de l'individu est primordial face à l'agression, c'est-à-dire que c'est lui-même, dans son endogénie propre, c'est le terme qui veut dire terrain en réalité, donc je vous expliquerai pourquoi on a choisi ce terme. C'est cette endogénie spécifique à l'individu qui fait qu'il va faire une maladie cancéreuse de même type avec un même génome d'une évolution très rapide, alors qu'une autre femme, ça va s'étendre sur des années et des années. Il est donc important de remettre l'homme au centre du système et de trouver l'étiologie spécifique en l'organisme lui-même. C'est-à-dire qu'on va réintroduire le respect, l'écoute, l'attention, tout ça dans une vision physiologique, parce que c'est l'endogénie. Ce n'est pas une théorie fumeuse. Nous avons publié avec un collègue américain, J.L. Sevier, qui est un des premiers éditeurs mondiaux en médecine, 4 ouvrages qui sortent cette année sur la théorie de l'endogénie dans sa globalité, dans ses applications spécifiques. Et je suis en train de finir la traduction du premier tome qui sera publié chez Elsevier d'ici la fin de l'année. Si on reste dans une vision purement analytique, parce qu'il y a le grand combat entre ceux qui font l'analyse et ceux qui font la synthèse, les médecines dures et les médecines douces. C'est l'holisme ou c'est le réductionnisme? La vision analytique, elle apporte des éléments capitaux, ça a permis à la médecine de progresser. Mais si on perd la notion d'holisme, de globalité, si on ne relie pas les systèmes entre eux, on court à la catastrophe. L'approche actuelle, c'est une approche quantitative. On mesure des chiffres, essentiellement en biologie, puisqu'on fera l'application de l'endogénie à la biologie. Mais tout l'aspect qualitatif, la signification des signes, elle n'est pas abordée. Le réductionnisme regarde les parties, alors que l'holisme fonctionne du système. Et c'est des notions de hiérarchie. Il y a le génome, et puis il y a les cellules, et puis il y a le noyau, etc., et on remonte à la globalité. Mais les relations, comment sont-elles établies dans l'approche génomique? C'est ça le grand problème. Même la génomique fonctionnelle qu'ils développent actuellement, il leur manque un modèle de pensée intégratif. En ce qui concerne l'approche réductionniste, tout ça, tout ce qui est à gauche, c'est ce que nous faisons actuellement en médecine. Nous sommes catégoriques et pas individualisés, tout le monde le même traitement. On commence en fonction de la nature particulière du génome de la personne à cibler un petit peu. Mais c'est pas ça la vraie prise en compte de la globalité. Ce n'est qu'un des tout petits aspects de la globalité. Et malheureusement, c'est une voie positive. Moi qui continue à soigner régulièrement des patients atteints de cancer, j'ai travaillé 7 ans en cancérologie, on se rencontre, même avec les molécules nouvelles qui apportent des progrès,
que certains, au contraire, ont des échappements et partent encore plus vite. Donc, tout ça, les mêmes questions continuent à se poser avec les nouveaux médicaments actuels. On est séparés, on n'est pas interconnectés, on est indépendant alors qu'on est interdépendant dans la globalité. La médecine actuelle, c'est une vision statique, très peu dynamique. La médecine globale doit être une vision dynamique. Et vous arrivez, donc il faut sortir de ces dichotomies et prendre à la fois ce qui est à gauche et à droite pour en faire une synthèse. Et cette synthèse, c'est ce que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui, c'est ce que nous appelons l'endobiogénie. Sortir de ce dualisme cartésien qui pourrit la vision de la science actuelle et de la pensée actuelle. Vous avez ici l'exemple d'un très schématique, on sait qu'il y a des boutons là pour appuyer. Considérons ça comme l'individu. Vous avez l'infrastructure la plus basse, le gène, puis la cellule, puis le tissu, l'organe, l'organisme. Ça, c'est un être unique qui fonctionne sur un mode particulier, selon les règles propres à l'espèce. Les règles du chien ne sont pas les règles de l'homme. C'est pour ça que l'expérimentation animale va obligatoirement avoir des problèmes quand on extrapole à l'homme. Et c'est très bien, il est unique, il est auto-organisé, il est autogéré, et à chacun des niveaux de ces niveaux imbriqués, il y a des interrelations permanentes dans tous les sens. Et cet être, il est en rapport avec l'environnement, environnement entendu au sens de social, culturel, relationnel, de couple, cosmique, changement de saison, alimentation, l'air qu'on respire, les polluants, tout ça, ça doit être intégré dans la vision endobiogénique. Donc on arrive, on rejoint les grands systèmes de philosophie des anciens qui affirmaient que le tout est plus que la somme des parties. Un animal qui vole, ce n'est pas l'aile qui vole, c'est l'aile de l'animal qui vole. Or, quand on reste dans une vision dissociée, forcément, si on considère le vol uniquement par la structure de l'aile, qui est important de connaître, c'est pas suffisant, loin de là. Et donc, on est un système fonctionnel auto-organisé, organiquement fermé sur nous-mêmes, puisqu'on doit assurer notre entité, notre vie, et fonctionnellement ouvert. On est ouvert sur le plan mental, par les sens, et peut-être même sur des plans plus subtils, et sur le plan aussi purement matériel du corps qui doit se nourrir et se régénérer. Attendez, je me trompe là. Ce qui est important, on va parler de la biologie des systèmes. Si vous voulez avoir une idée de ce que c'est, il faut comprendre. Imaginons un système qui est composé de sous-systèmes. C'est la théorie des systèmes, ça, c'est extrêmement développé par des chercheurs américains depuis une 50aine d'années. Et vous voyez que chaque unité a elle-même des sous-unités. Pardon, excusez-moi, parce qu'on va un peu trop vite, il ne faut pas griller les étapes. A des sous-unités, et vous voyez par exemple que cette unité ici-là va agir sur une autre unité qui elle-même a des relations complexes qui font que si cet ensemble-là fait que c'est une prédominance d'activité thyroïdienne, ça va avoir un accès sur le pancréas. Si vous ne parlez pas entre le pancréas et la thyroïde, si c'est par exemple des cellules thyroïdiennes qui sécrètent la T4 et la T3, vous êtes déjà à côté de la plaque dans votre approche de votre compréhension du vivant et du réel. Donc il y a des phénomènes multiples à tout niveau d'interdépendance, d'interconnexion, et ça marche à chaque instant, à chaque milliseconde et dans tous les sens. Donc nous sommes un organisme sphérique, extrêmement complexe, qu'on a abusivement simplifié et réduit à sa maladie. Donc ce système, prenez le foie, vous avez des sous-systèmes, vous avez des lobes qui sont les uns à côté des autres. Excusez-moi, j'ai du mal avec ces trucs-là. Je ne suis pas très technicien. Je ne sais pas comment. Vous voyez qu'il y a des hépatocytes, il y a des cellules de Kupfer, il y a tout un ensemble de cellules dans chaque lobe.
Il peut y avoir des cloisonnements en fonction des zones de congestion. En réponse à une agression, la toxicité peut cibler sur une partie du foie, le lobe gauche ou le lobe droit. C'est pas le fruit du hasard non plus. Il y a des mécanismes qui expliquent la localisation de la maladie dans le corps. Donc, si vous voulez, vous avez un exemple d'un système qui est le foie, un organe, avec ses sous-systèmes, et à l'intérieur de ces sous-systèmes, c'est des sous-systèmes et des sous-systèmes, et de là, on va jusqu'au génome. Bien évidemment, le génome, il est intégré, mais le génome n'est pas tout. Alors là, les grands organes eux-mêmes sont en communication, le foie avec le cerveau avec la rate, l'immunité avec le pancréas endocrine, ça marche dans tous les sens. Alors vous allez dire, mais on est un immense merdier, parce que comment ça fonctionne tout ça? Vous avez des milliards d'informations qui à chaque seconde circulent en nous, et pour autant on arrive à maintenir l'unité, une intégrité de notre être. Si vous êtes dans une approche de la biologie systémique comme ça, où vous partez cellules cancéreuses, vous allez au noyau, vous allez au chromosome, vous faites l'analyse chromosomique, cette méthode-là, c'est la méthode actuelle, explique comment la maladie se développe. Quand vous êtes dans une vision globale, où vous avez des systèmes qui sont reliés en permanence les uns avec les autres et à chaque seconde, vous devez comprendre pourquoi cette maladie se développe chez cet individu particulier à ce temps particulier de sa vie. Ça n'a pas la même signification une femme qu'un cancer du sein, si elle fait des métastases au changement de saison du printemps ou si elle fait en automne. Ça n'implique pas les mêmes mécanismes hormonaux de déséquilibre de gestion de l'organisme dans sa globalité. À partir du moment où vous avez un système extrêmement complexe, imaginez une ligne de fabrication de voitures. Il y a des chaînes de fabrication. Vous introduisez du matériel, du caoutchouc, du fer, etc. Et à l'autre bout de la ligne, quelques heures après, ça a tellement vite maintenant pour faire des voitures, vous avez une voiture qui est en état de marche. Mais c'est pas le fruit du hasard, c'est parce qu'il y a eu un gestionnaire, il y a eu un architecte, il y a eu quelqu'un qui a organisé, qui a eu des agents d'exécution, pour qu'en passant de la chaîne 1, on passe à la chaîne 2, de la chaîne 2 à la chaîne 3, à 4 et 5, et vous sortez une voiture. S'il manque de peau, vous partez de la chaîne 1, parce qu'elle est suractivée et qu'elle chante la chaîne 2 et vous passez en chaîne 3, il va y avoir des conséquences en chaîne jusqu'à la sortie de la voiture de l'usine. Il va manquer une roue, l'accélérateur ne sera pas à la bonne place. Mais c'est pareil dans l'organisme. Il faut trouver quel est le gestionnaire de l'équilibre de la globalité. Ce gestionnaire, il doit être capable de maintenir l'organisme dans son plus juste état d'équilibre et de maintenir sa fonctionnalité. C'est-à-dire, il doit lui permettre de maintenir l'état de sa structure complexe en état de fonctionnement, et il doit être en état de contrôler la réponse adaptative à l'agression, quelle que soit la nature de l'agression, une agression, un choc, un germe que vous rencontrez, un aliment de mauvaise qualité, une mauvaise parole que votre mari vous a dit, ça vous fout en l'air et c'est légitime. Donc, tous ces agresseurs, vous devez les digérer, l'organisme il doit répondre à ces agressions. Et pour qu'il soit vraiment le gestionnaire, il doit répondre à certains critères qui lui sont spécifiques. Il doit être ubiquitaire, c'est-à-dire qu'il doit se trouver partout, à tous les niveaux de l'organisme. Il doit avoir une réponse immédiate. Il n'y a pas le temps d'attendre. Il doit être en interaction continue avec chaque constituant de l'organisme et avec en particulier les grands systèmes d'information que sont le système nerveux, le système immunitaire. Et là, c'est important parce que le fondement de la théorie de l'androgénie, c'est que le gestionnaire de l'organisme, ce n'est pas le système nerveux central, ce n'est pas le système nerveux périphérique, ce n'est pas le système immunitaire, c'est le système hormonal. Vous aurez des explications en long et en large avec les centaines de références bibliographiques dans les livres que vous pourrez voir, je pense à partir d'octobre, le tome 1, où tout cet aspect de la médecine qu'on propose est assuré, est présenté. Et bien évidemment, c'est en relation permanente avec tous les organes. Donc comment pouvez-vous concevoir que lorsque vous avez une femme avec un cancer du sein, on se limite au sein,
Et c'est une hérésie mentale, un concept. Il y a des systèmes de gestion qui eux-mêmes dépendent du foie, qui eux-mêmes dépendent du système nerveux central, des neuromédiateurs, de l'état du pancréas endocrine, etc. Oui, c'est un élargissement considérable. Vous ne traitez plus un cancer du sein. Vous traitez une femme qui est porteuse d'un cancer du sein. Et on verra tout à l'heure des exemples sur un cancer, un adénocarcinome vulvaire. C'est une maladie, c'est en cours, donc c'est tout à fait récent. Ça vous permettra d'illustrer comment c'est fondamental de faire l'intégration. Alors, intégrer les systèmes les uns dans les autres. Ce n'est pas simple. Ça nous a pris quarantaine d'années avec beaucoup de médecins. J'en ai vu un ici, qui n'avait pas vu depuis une dizaine d'années, qui continue à travailler de son côté. Et moi, je suis parti il y a 25 ans aux États-Unis. Je me suis dit, notre pays, il est quand même assez fermé. Les idées nouvelles, on ne se jette pas dessus. Et au fur et à mesure des conférences que j'ai fait là-bas, j'ai eu l'occasion de rencontrer un médecin qui était chef de service en réanimation infantile à Chicago et qui a assisté à un séminaire de présentation comme ça, qui est venu me voir à la fin, écoutez, ce que vous dites m'interpelle, je veux travailler avec vous. Ça fait 13 ans maintenant, les 4 livres que vous allez voir sortir et d'autres sont en cours de travail, sont le fruit de non seulement les 13 ans qu'on a fait ensemble, de réflexion commune, avec un physiologue de haut niveau, travaillant dans les hôpitaux américains, ayant mis en place avec moi, dans divers pays, des expérimentations et des tentatives de validation de l'outil de la biologie des fonctions dont je vais vous parler tout à l'heure. Mais avant ces 13 ans, il y avait 30 ans d'efforts avec Durafour, avec le groupe de médecins, il y avait une quinzaine de médecins qui étaient autour de nous. Donc c'est une œuvre collective. Il y a eu un génie qui était Durafour, père son âme, il est décédé il y a 2 ans, mais sans lui, il n'y aurait pas eu cette pensée. C'est pour ça que j'ai voulu d'emblée publiquement vous dire que je dédiais ce temps. Alors ce système, il est gestionnaire de la vie. Et la vie, c'est quoi? C'est une succession de phénomènes cataboliques et anaboliques. On détruit, on reconstruit à chaque seconde. Et à tout niveau. Et au niveau cellulaire, qu'au niveau des tissus, des organes, de l'organisme et du comportement. C'est tout le travail qu'on peut faire en psychanalyse ou dans d'autres techniques psychothérapiques comportementales, par exemple, où on fait un travail de destruction pour la reconstruction, pour un mieux. Et quelles que soient les modalités neurovégétatives, neurales, militaires, métabolismes, et quels qu'en soient les mécanismes. Et les mécanismes, il est important de les connaître. Parce que si au terme d'une rencontre avec votre malade qui a un cancer du sein, un cancer de la prostate, on verra un autre exemple, si vous n'intégrez pas la prostate dans la considération générale de cette physiologie intégrée, vous allez voir les malades qui seront améliorés par des traitements classiques, parce qu'ils vont bloquer les androgènes. On sait qu'ils jouent un rôle dans le développement des cancers de la prostate. Mais il n'y a pas que ça, il y a des facteurs de croissance, il y a l'immunité qui est branchée sur la thyroïde, etc. Vous vous rendez compte que ces visions changent complètement la perspective. Vous ne voyez plus la même personne en face de vous. Vous ne voyez pas un cancer, vous voyez une complexité. Et l'androgénie, c'est une tentative de vous apporter des clés pour comprendre cette complexité et savoir comment aider à la régulation, à l'autorégulation de l'organisme, en prenant la chimie quand il en a besoin, en prenant la plante la plupart du temps parce qu'elle est très bien adaptée à la physiologie de l'individu, en prenant les oligo-éléments, l'alimentation, le comportement, tout ça, ça fait partie de l'androgénie. L'androgénie n'exclut rien. C'est une proposition d'une approche intégrative. Il y a 40 ans, en France, on parlait sans arrêt du terrain, la médecine de terrain et tout ça. Et on a réfléchi longtemps avec Durafour pour trouver un nom qui traduise bien ce que nous pensions, nous, être la réalité du terrain. Il fallait trouver un langage scientifique répondant aux critères de la science actuelle et qui puisse permettre d'établir des communications internationales avec des chercheurs de la science officielle.
Le terrain, c'est ce qui nous constitue en réalité. Le génome, bien évidemment, il est totalement intégré dans notre génie. Mais l'expression phénotypique du génome, on a tous une thyroïde, on a tous une surrénale, ça c'est le potentiel génétique. Mais dans l'expression fonctionnelle de ce potentiel qui va vous caractériser vous personnellement, vous aurez une tendance hypothyroïdienne, hyperthyroïdienne toute votre vie, allergique ou non, pour des raisons qu'on peut décrypter. Donc le phénotype est totalement lié au génotype. Et selon l'approche qu'on a, le gestionnaire de cet ensemble-là, qui constitue le terrain, c'est le système endocrinien pour les raisons que je viens de vous exposer. Bien évidemment, le système endocrinien, il est en relation avec d'autres systèmes, il n'est pas dans l'espace. Il communique avec le système nerveux autonome, qui est un système qui régule les seuils, qui régule les temps d'adaptation. Il est en corrélation, bien évidemment, avec ce qu'on appelle les émonctoires. C'est tous les organes qui ont des fonctions de détoxification dans l'organisme. Le foie, l'intestin, la peau, le poumon, ça fait partie de l'expression phénotypique. L'immunité est totalement inclue, les organes eux-mêmes, le système circulatoire, bien évidemment, puisque les hormones circulent dans le corps et vont à tous les niveaux, à chaque niveau cellulaire. Il y a une information d'énergie qui est apportée par le sang circulant au niveau de la petite cellule, par le biais des transferts transmembranaires de nutriments ou d'informations au niveau des récepteurs endocriniens. Bien évidemment, la chronobiologie est complètement intégrée dans l'approche. La réponse de l'organisme le matin au réveil de la corticocérébrale n'est pas pareille que le soir. Il y a des grands cycles. Il y a des cycles journaliers, il y a des cycles nocturnes, diurnes, il y a des cycles hebdomadaires, il y a des cycles menstruels chez la femme, il y a des cycles de 7 ans qui correspondent aux grandes phases de la vie, la transition, la naissance, la puberté, la fin de la puberté, et après on arrive à l'âge nu. Cette fois c'est 49, on arrive à la ménopause. Il y a des cycles de 7 qui sont des cycles très importants dans le corps humain. 7 plus ou moins, c'est beaucoup donné. Tout ça, ça s'inscrit dans des mouvances de chiffres. Et bien entendu, le système nerveux central, il est complètement géré par le système endocrine, tant au plan émotionnel que de la régulation, c'est tout le problème des émotions et tout le problème de la relation entre le système limbique et les concepts frontaux antérieurs. Donc on ne va pas rentrer dans cette description parce qu'on n'en sortirait pas. Mais pour vous dire que tout ça fait partie de l'endogénie et fait partie de l'approche théorique que nous proposons. Bien évidemment, cet être, il est impliqué dans un environnement. Je vous ai parlé du social, je vous ai parlé de l'air, du temps, du lieu où on est, etc., des saisons. Tout ça, ça va faire apparaître la relation que l'organisme va établir dans l'état où il est, avec ce potentiel initial, potentiel dans lequel la perfection n'existe pas. Il y a en fonction de notre structure propre, de chacun de nous, il y a ce que nous avons défini comme étant une autopathogénicité. C'est-à-dire qu'il y a en nous des risques particuliers qui sont liés à la façon dont nous avons exprimé le génome en fonction du potentiel paternel et maternel que nous avons reçu. Donc, cet être-là, il réagit avec cet environnement. Et là, c'est toute la relation épigénétique. Et vous savez maintenant que l'épigénétique prend le pas sur la génétique. Puisqu'on se rend compte que tout ça, ça va modifier la façon dont le génome va se gérer. Et il se gère comment? Dans l'ouverture, par l'action des systèmes hormonaux. C'est pour ça que le cœur de la médecine du futur, ça repose non pas sur une vision, éclatée de l'endocrinologie, mais sur une vision qui replace en principe le fait que c'est le système hormonal qui est le gestionnaire de la globalité. Alors vous avez évoqué ces polluants, le lien fœto-maternel, les saisons, les radiations cosmiques, etc., les climats, les champs géomagnétiques.
tout ça. Mais vous comprenez que si vous vous limitez dans votre approche à dire, bon, il n'y a que les saisons qu'il faut, c'est ça qu'il faut bouger, ou c'est le polluant qu'il faut... Oui, certes, mais c'est pas suffisant. Parce que vous ne changez rien, vous changez seulement la réaction, la réactivité de l'organisme par rapport à une agression. Mais vous êtes obligé d'aller plus loin. Alors, on va continuer. Bon, toute la rythmicité, les rythmes, alors c'est quelque chose de capital qui est complètement laissé de côté, malheureusement en médecine. La place du microbiome, ben, c'est le monde intérieur par rapport à sa relation au monde extérieur. Alors maintenant, on est branché que sur le microbiome. C'est positif, mais le microbiome n'est qu'une partie du système. Donc vous voyez, après si on reste dans une vision dissociée, à ce moment-là, on devient catégoriste. On affirme la dépression, c'est parce que le microbiome ne va pas. Ou la dépression, c'est parce que le système nerveux central, il a des neuromédiateurs, une dopamine qui ne marche pas. Oui, mais la dopamine, quels sont ces liens entre la dopamine centrale et périphérique? Au niveau de l'intestin, il y a de la dopamine. Donc, vous voyez, le message qu'on voudrait vous faire passer, parce que c'est fondamental, c'est pas des cours, là, je vous donne, c'est tout, une ouverture. Vous faire comprendre qu'il faut élargir les concepts. Ne pas renier tout ça, c'est fondamental, c'est la médecine. La médecine, là-haut, elle est là. Mais la médecine, il faut qu'elle prenne en compte tout ça. Sinon, vous courez à l'échec. Moi, je vois des malades qui ont des résultats spectaculaires sur 6 mois avec les nouvelles thérapeutiques ciblées à 100 000 € le traitement, et qui 1 an après sont morts. Malheureusement, on leur a apporté 1 an de plus. Est-ce qu'on n'aurait pas pu leur apporter un peu plus si on avait considéré l'ensemble de la dissociation, mais la folie, c'est l'incohérence, la dissociation. Il faut remettre l'association. Il faut remettre le dialogue entre les systèmes, entre les fonctions, entre les médecins, entre les individus, entre la société, entre les systèmes sociaux, pour trouver une finalité à cette existence terrestre, parce qu'on est là, quoi. Du Rafour est parti il y a 2 ans, moi j'ai 77 ans salés, nous ne sommes pas éternels, aucun de nous n'est éternel, on sait qu'on est là pour un temps, au moins qu'on se respecte et qu'on apprenne à, sinon à s'aimer, du moins à se respecter. L'alimentation, bien sûr, fait partie du système. Alors, vous comprenez que quand vous avez cette vision en tête, vous ne pouvez plus faire le même type d'approche du malade. L'écoute intégrative, elle est capitale. Et c'est dramatique que la médecine actuelle consacre aux États-Unis, c'est 5 minutes par patient, le temps de parole. C'est dramatique. Pourquoi? Parce que les informations que vous obtenez d'un individu, des gens le regardant, il y a une foule d'informations qui vous arrivent, la façon dont il se comporte. Ça va vous donner des idées sur la façon dont son système neurovégétatif fonctionne, dont certains neurotransmetteurs fonctionnent. Ça va vous donner une foule d'informations qu'on chante, on les laisse de côté, on va directement au scanner. Le scanner, c'est vachement bien. Et l'individu, c'est encore mieux. Il faut l'un et l'autre. Donc, si vous voulez, si vous n'êtes pas dans une vision qui essaie de comprendre, par exemple, vous voyez des malades qui vous disent, chaque année au mois de septembre, je me mets à avoir, pendant une période de 15 jours, 3 semaines, parfois 1 mois, des rêves en couleur. Si vous ne posez pas la question au malade, est-ce qu'il a des rêves en couleur à cette période de l'année, comment voulez-vous qu'il vous dise en 3 minutes? Il n'a même pas de montrer sa langue. Or, ceci, quand on connaît les liens entre les symptômes fonctionnels et l'état du système hormonal, ça vous donne des indications immédiates que cette femme ou cet homme, il a un index d'activité TRH, c'est-à-dire une surfonction hypothalamique au moment du changement de saison, qui vous informe que là, il y a un changement de seuil chez elle, chez lui, à ce moment particulier de l'année. Et pourquoi? Or, cette hormone, elle est extrêmement puissante, elle a des récepteurs au niveau du foie. Ne soyez pas surpris à ce moment-là, si la femme a un cancer du sein qui est stabilisé, qu'elle fasse dans le foie à cette période de l'année, elle particulièrement, des métastases hépatiques osseuses. Ce qui signifie
peut-être la clé d'un diagnostic, une clé importante. Donc l'écoute est capitale. Il faut une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, surtout la première fois qu'on voit des malades complexes, et je sais. Maintenant, évidemment, avec le recul, nous n'avons que des malades lourds, mais même pour des malades légers, et qui sont dans des récidives chroniques de leur affection, si vous ne les abordez pas sur un angle différent, vous allez passer à côté. Et votre vie de médecin, elles ne sont pas très heureuses. Parce que moi, j'ai fait la médecine générale pendant 2 ans dans le 15e médical, en 72, 74, et je vous assure, j'en ai été vite écœuré. Heureusement que j'ai trouvé du renfort et qu'on a travaillé ensemble. L'approche clinique intégrative, c'est pareil, on n'examine plus le malade. Or, les signes, ils sont aussi dans le malade, ils sont dans le scanner, mais aussi dans le malade. Et par l'examen clinique, vous avez une foule d'informations que vous devez toujours rapporter le fonctionnement physiologique que cela traduit de l'individu en profondeur. Donc, ayez toujours la physiologie en tête, c'est la base de la médecine neurologique. Et ensuite, la biologie. Alors, la biologie, on va l'aborder tout à l'heure pour vous montrer quels outils qui peuvent être mis au service de l'ensemble de la médecine, non seulement pour le malade atteint de cancer, mais pour tout type de maladie, et ça va vous permettre d'avoir un regard élargi sur la biologie. Là aussi, il faudra ne pas rester seulement dans l'évidence de la médecine par l'épreuve, parce qu'elle fait preuve de beaucoup de limites, parce qu'elle n'intègre pas la vision complète endogénique du patient. Elle intègre la maladie ou les signes fonctionnels. Et puis, évidemment, une fois que vous avez tout ça, vous allez établir un traitement qui sera très différent de l'antibiotique que vous allez donner à ce petit gamin qui a fait 8 fois cette année des angines à répétition. Parce que là, il y aura le foie, il y aura la phase sympathique, il y aura l'alimentation, et tout cet ensemble qui peut être modifié de façon fine à l'aide de plantes médicinales, de changements de comportement, va faire disparaître comme par enchantement ce germe qui s'était installé sur un organisme en déséquilibre qui permettait à ce germe de trouver un lieu nutritif dans la gorge. Et ça disparaît comme par enchantement sans que vous ayez la moindre action antibactérienne par les traitements que vous mettez en place. Alors, ça, on va aller très vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais si vous voulez, quand vous regardez l'histoire de vie d'un patient, vous devez intégrer tout ça. Vous devez savoir comment s'est passé l'accouchement, si la mère a pris des choses pendant la grossesse, quelles ont été les relations entre le père et la mère avant. Tout ça, c'est l'épigénomique qui va se transmettre à l'enfant au moment de son développement in utero. Et puis après, vous étudiez son comportement et vous voyez apparaître, tiens, quand il était tout petit, il était gros et il dormait la nuit profondément, il transpirait tout le temps. Ah, puis après, il a commencé à présenter de l'allergie. Et puis après, quand il était à puberté, il a présenté un acné qui était assez sévère. Qu'est-ce que ça traduit, ça? C'est succession de maladies. Les maladies expriment un déséquilibre particulier à un certain temps. Ils expriment des maladies, un état particulier. Ça ne vient pas par hasard, une maladie. Quand on dit que ça vient par hasard, c'est le nom qu'on met à notre ignorance. Nous, médecins, nous sommes très ignorants. Et c'est les malades qui nous apprennent en réalité la médecine. C'est pas nous qui sommes puissants sur lui, c'est lui qui est puissant sur nous. Mais ça, il faut en prendre conscience. On va venir maintenant au système organisé. Comment il est le système? Le système endocrine, c'est un système qui est organisé en système. On va voir comment il fonctionne avant de passer à la biologie. Imaginez cet être-là, moi je suis ici, et puis tout d'un coup, je suis obligé de faire face à une agression énorme. Quelqu'un me bouscule et mon organisme, il y a un choc dans le corps, il doit réagir ou je sors dehors, il fait un froid intense, les systèmes d'alerte périphériques se mettent en mouvement, et le système alpha-sympathique, qui est le système d'alerte, va envoyer des informations qui vont démarrer par l'axe corticotrope, qui est la libération immédiate de matériel pour que l'organisme ait à sa disposition ce matériel pour pouvoir faire face à l'agression. Et dans le même temps, et ça a été vraiment le génie du Dubrafo,
Quand vous regardez un organisme humain, des hormones, il y en a partout. Et quand vous regardez une usine de fabrication de voitures, il y a du matériel partout. Comment mettre la cohérence? Comment faire que ça passe, que ça suive des chaînes de fabrication dans un ordre particulier? Eh bien, la proposition de Durafour, c'était de dire qu'il y avait non seulement les axes verticaux qui sont très très bien connus, hein, les feedbacks, etc., on va les développer complètement, hein, mais c'était le fait qu'il y a obligatoirement une logique dans la façon dont le système hormonal répond à la question. Et cette logique passe par ce qu'on a appelé 2 tours de boucle, une réponse à l'agression, donc ça entraîne toute une série de réactions en vous, mais une fois que l'agression passe, vous devez revenir à l'état antérieur, donc vous repassez par le même cycle de boucle. Cette notion de double tour de boucle, elle est capitale. Et vous voyez qu'on passe de l'axe catabolique corticotrope à l'axe anabolique de reconstruction, parce que les protéines immédiatement étant libérées, il faut commencer à les reconstruire. Et dans le même temps, vous allez avoir un appel à l'énergie thyroïdienne qui fait que vous passez à un nouvel axe catabolique. Et ensuite, ça va être la reconstruction par l'insuline. Je ne vais pas rentrer dans l'explication des 2 tours de boucle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça tourne chaque milliseconde, il y a un double tour. C'est extrêmement, extrêmement rapide. Ça, c'était une des clés capitales de l'endologie. Et bien évidemment, vous mobilisez du matériel par l'axe corticotrope, vous mettez en place ce matériel par l'axe gonadotrope, qui est déjà un axe de reconstruction, et c'est le métabolisme protéique sous contrôle des estrogènes. Ensuite, vous avez donc, c'est une énergie médiane, c'est-à-dire de moyen terme et pas de court terme, comme peut être le glucose qui est consommé immédiatement, on est déjà dans des temps un peu plus longs. Et puis vous avez donc l'apport d'énergie par l'axe thyroïdien qui va faire appel aux énergies de réserve beaucoup plus longues. C'est le métabolisme lipidique pour maintenir l'état des membranes cellulaires. Et là, c'est tout l'axe complexe du façonnage, de la terminaison du métabolisme qui va permettre d'assurer l'activité de base de la structure pour qu'elle puisse produire son matériel et une activité d'adaptation sur tous les mécanismes d'oxydoréduction. Bien évidemment, les neurotransmetteurs et notre système neurovégétatif est en place. Ce qu'on appelle les otacoïdes, qui sont les substances qui permettent de prolonger l'action du para, d'alpha et du bêta, sont en place. Et donc, on va essayer de voir comment, par la biologie, on peut visualiser les niveaux de fonction en les quantifiant à partir d'une prise de sang simple. Vous êtes en bonne santé, vous êtes équilibré. Vous êtes soumis à une agression, externe ou interne. Il y a un patron qui vous pèse, et ça va vous mettre en état de réponse adaptative chronique. Il y a des adaptations aiguës, des adaptations chroniques. Vous devez vous adapter, vous devez répondre à l'agression, quelle que soit la nature de l'agression. Le psychologique, il est inclus, comme l'aliment est inclus, comme le germe est inclus. Ne faites pas de dissociation. Et ça, à partir du moment où vous êtes obligé de vous adapter, vous allez mobiliser votre capacité d'adaptation et mettre en jeu le métabolisme. Or, le métabolisme, c'est des successions catabolisme-anabolisme. Le métabolisme, c'est géré par le système hormonal. Avec toutes les réactions de congestion, d'inflammation immunitaire, toutes ces réponses d'adaptation, et tu sais si on les connaît en médecine, elles sont sous la contrôle du système endocrinien neurovégétatif. Donc quand vous regardez l'immunité, vous ne pouvez pas rester au niveau de la réponse immunitaire d'emblée. Vous devez dire, mais pourquoi il y a une hypergamma, pourquoi il y a une hypoalpha, une hyperalpha? Qu'est-ce qui, dans le système endocrinien, la façon dont il gère l'immunité, l'immunité c'est un organe d'exécution, mise au service de la protection de l'individu, protection physique, aussi protection mentale, et bien à ce moment-là, vous revenez en amont, vous prenez du recul, vous ne laissez pas venir dans le guidon, vous prenez du recul. Soit la réponse est adaptée, votre organisme, il va revenir
à l'état antérieur et vous retrouvez votre équilibre de santé. Si votre système tampon était déjà très saturé, à ce moment-là, vous allez ramer. Au lieu de vous remettre d'une grippe en 8 jours, vous allez vous remettre en 3 mois. Hein, chacun on a son propre potentiel. Là, vous êtes dans la physiologie. Or, c'est important de connaître la physiologie de base d'un individu. Comment voulez-vous comprendre la physiopathologie si vous ne comprenez pas la physiologie de base de cet individu dont vous avez compris qu'il est unique et que sa surrénale fonctionne à un certain niveau, sa thyroïdale à un autre niveau, son foie à un autre niveau, qu'il est vraiment spécifique, il n'y a pas un individu qui se ressemble. S'il n'y a pas d'adaptation de la réponse, alors là vous êtes dans le déséquilibre qui peut peut-être revenir en arrière si vous arrivez à trouver un bon traitement, ou au contraire, vous pouvez exprimer un déséquilibre plus profond qui est la maladie, qui est le cancer du sein, qui est l'adénome de la prostate. Mais tout ça, c'est la conséquence de tout ce qu'on a vu en amont. Et ça, c'est l'état physiopathologique. La médecine s'intéresse à l'état physiopathologique, elle a défini les états physiopathologiques. Mais il faut aller plus loin, il faut faire le rapport entre la physiopathologie et la pathologie. Donc vous voyez ce point. Alors maintenant, on va arriver à la biologie intégrative. Si on porte un regard intégratif sur la biologie, quand on était à Boussicaut, avec Durfour, on travaillait avec des cancérologues, on était dans le staff, et il y a eu l'idée du premier index en 89, avec ce que je vais vous présenter après, c'est 30 ans d'existence, c'est pas une journée. On commence seulement à oser parler maintenant. Eh bien, on était confrontés à surtout des femmes, parce que à Boussicaut, il y avait surtout des cancers du sein et digestifs. C'était la spécialité du professeur Régnier qui nous avait intégrés comme attaché de consultation dans son service. Pour aider ces malades à aller mieux avec les plantes médicinales, parce qu'il savait qu'on a traité les malades avec des plantes médicinales depuis longtemps, et il l'a écrit dans une de ses préfaces à un de vos livres, et ce qui me frappait, c'est que les malades que je voyais de votre part, ils sentaient moins cancéreux que les autres, donc je pensais que ça était quelque chose ce que vous faisiez. Rien que sur l'aspect, donc c'est pour ça qu'il nous a introduit avec lui à Boussicaut. Donc on s'est trouvé, se poser la question, ces malades, on voit leur biologie classique, la biologie qu'on fait tous les jours. À l'époque, elle n'était pas aussi perfectionnée que maintenant, mais il y avait déjà une foule d'informations qui étaient fournies. Donc on était tous d'accord, on n'avait pas eu l'idée que la malade qui était devant nous, le malade qui était devant nous, il était bien. Les cancérologues, je ne sais pas, on la revoit dans un an maintenant, ça fait 3 ans qu'elle a eu son cancer, on la voit tous les 6 mois, on la revoit dans un an. Combien de fois on voyait cette personne, 2 mois après, venir avec un lâcher de poumon, un poumon farci de cancer? Alors on s'est dit, c'est l'idée géniale de Durfour, il s'est dit, il y a quelque chose qu'on ne sait pas voir dans les chiffres. On est sur le nid du bidon, on est dans le bidon, on est sur ce qui est dans le sang, et si on remontait en amont, est-ce qu'il y a un moyen de remonter en amont pour rejoindre le gestionnaire? Oui, cette notion de gestionnaire, parce que ce qui est dans le sang circulant n'est que la façon dont le métabolisme global de l'individu a permis à ces substances d'être produites par les organes qui les mettent dans le sang. Ce sont des protéines, des lipides, des glucides, des corps complexes, etc. Il a eu de mettre au point des algorithmes. Les algorithmes en médecine, c'est la tarte à la crème. Et maintenant, dans le monde entier, les algorithmes sur les grands nombres et tout ça, c'est absolument fabuleux, on parle d'algorithmes. Et nous, on a eu l'idée de ça il y a 30 ans déjà, oui, c'est pas d'aujourd'hui. Parce qu'on a eu la chance d'être avec, à mon avis, c'était le pasteur du XXIe siècle, on est passé à côté. C'est comme tous les grands génies, voilà. Mais enfin, son message est là, il est transmissible. Donc, on parle de ces éléments. Regardez bien ce qu'il y a dans les éléments de base qu'on regarde. Numération VS, plaquettes, CPK, LDH, les enzymes, une seule hormone, la TSH,
L'ostéocalcine est un marqueur osseux, et les iosandines, les phosphates alcalines, calcium, potassium. Et avec ça, ça coûte 100 €, quoi. C'est pas une fortune. Mais vous allez voir, la masse d'informations que ça apporte, vous allez avoir, vous dites qu'il y a une réalité cachée dans les chiffres. Seulement, il faut savoir la décrypter. Actuellement, on a un système informatique là, qui est sur Internet qui permet aux médecins qui travaillent avec nous d'avoir accès, d'introduire ces données de base et d'avoir les réponses sur leur ordinateur. Ça nous permet de faire ça, évaluer le terrain, c'est-à-dire évaluer l'endobiogénie du patient, déterminer ses déséquilibres, suivre l'évolution du patient sur l'effet du traitement, permettre la détection précoce, détecter les effets positifs ou négatifs, et en fait établir une vraie stratégie de prévention, c'est-à-dire ça va orienter nos choix thérapeutiques qui doivent être toujours confrontés à l'examen clinique et aux données de l'interrogatoire. Vous devez être synthétique à tous les niveaux, jusqu'au niveau où vous prenez votre plume, vous écrivez votre prescription, et au bout de ce qui sort de votre plume, ce n'est pas la multinationale qui vous dit il faut prendre tel produit, mais c'est votre réflexion qui vous dit il faut aller là. Peut-être qu'il faut prendre le produit de la multinationale. C'est possible, mais peut-être que c'est pas possible aussi. Prenons l'exemple, voilà, ça c'est le premier index figuraphore à créer, qu'il a appelé ratio génital. Le ratio génital, c'est un rapport entre le nombre de globules rouges dans le sang circulant rapporté au nombre de globules blancs. On a publié des travaux là-dessus, vous pouvez avoir des références sur Internet qui ont été publiées il y a quelques années déjà. Et comment est-ce qu'on peut avoir à partir de ce ratio une idée de comment fonctionne le gestionnaire qui gère ces éléments? Alors, il faut revenir à la physiologie. La physiologie nous apprend que ces éléments sont fabriqués par l'os, par la moelle osseuse. Et la moelle osseuse, elle est sous contrôle du système hormonal. Ce sont les hormones qui vont permettre la fabrication, la quantité, le taux, la vitesse de renouvellement, etc. Et donc, vous voyez, là, c'est la numération formule sanguine à partir de ces éléments du sang circulant. Par le biais de quelques algorithmes, on peut obtenir 21 index, c'est-à-dire 21 fonctions établies à partir de ratios d'éléments du sang circulant. Par exemple, faire le ratio entre les eosinophiles et les monocytes. Là, on va voir, pour permettre de comprendre le mode de raisonnement, on va voir comment ça marche avec cette notion de upstream, c'est-à-dire en amont en anglais, et downstream en aval. Vous avez l'ovaire, mais ça peut être le système masculin, qui sécrète des androgènes. Ces androgènes vont aller cibler l'activité osseuse médulaire. Et les rouges vont être sous contrôle des androgènes. C'est comment ils se donnent maintenant, on fait des injections de produits qui rentrent dans la voie de stimulation des androgènes. Donc le niveau d'androgène peut déjà être évalué à partir d'une simple numération formule sanguine par rapport aux globules blancs. Aux globules rouges, pardon. Donc vous voyez, en upstream, on est dans le haut, et downstream, c'est ce que le métabolisme a fait circuler dans le sang. Donc on part des globules rouges, et on va remonter, parce qu'ils sont sous contrôle, leur fabrication est sous contrôle des androgènes. Si on voit maintenant l'autre aspect, les estrogènes, même action sur le plan osseux, libération de globules blancs, et downstream. Donc vous voyez que si vous regardez les rouges et les blancs, un ratio sans mesurer les hormones masculines et féminines dans le sang, ce simple ratio va vous donner une idée de la façon dont, qualitativement en amont,
fonctionne le gestionnaire qui assure la fabrication de ces deux éléments cellulaires. Ça, c'est capital, c'est la clé de la compréhension de ce qui va vous être présenté après sur l'usage de la biologie des fonctions en cosmologie. Si on regarde par exemple un deuxième ratio, qu'on a appelé le ratio génito-thyroïdien. Génito, vous voyez que c'est déjà le deuxième axe hormonal. Le premier, c'est l'axe corticotrope. Donc le génito-thyroïdien. Ce ratio va vous montrer comment fonctionne relativement le génital par rapport à la thyroïde et la thyroïde par rapport au génital. Ça va être le ratio entre les neutrophiles et les lymphocytes. Ce ratio, il a été établi il y a 30 ans dans notre système. Depuis 4-5 ans, par l'évaluation des grands nombres, la médecine a découvert que lorsque ce ratio était élevé, il était un témoin du risque majeur que la personne qui avait un cancer fasse une poussée évolutive et que les métastases apparaissent. Ou s'il avait une maladie dysémilitaire, il y a une explosion de la maladie dysémilitaire. Par les grands nombres, ils ont constaté ça, mais ils ne nous expliquent pas pourquoi. L'endogénie vous permet de comprendre pourquoi. Je vais vous l'expliquer. Vous savez que les estrogènes, même quand une femme est castrée ou un homme est castré, l'organisme en fabrique. Ça, on ne peut pas vivre sans estrogène. Sans estrogène, il n'y a pas de vie. Il y a l'arrêt de la multiplication cellulaire, etc. Les estrogènes peuvent être sollicités, c'est-à-dire la finalité, parce que le métabolisme en a besoin, puisque ça gère les protéines. Notre organisme, il a besoin de protéines pour refaire les parois, les membranes, les cellules, etc. En particulier après une agression, mais à chaque instant, puisqu'à chaque instant, par les phénomènes d'apoptose, on se détruit, on se reconstruit tout le temps. Donc vous voyez que les estrogènes font appel au métabolisme. Mais pour pouvoir fabriquer des estrogènes, la TSH, je vous ai parlé tout à l'heure de l'enchaînement entre l'axe gonadotrope et thyroïde, il faut de l'énergie pour pouvoir fabriquer. Donc il y a un appel de la TSH. Cette TSH, elle va sécréter la T4, et dans le même temps, les estrogènes vont libérer dans le sang des neutrophiles. Il y a à peu près 100 000 publications dans le monde sur l'animal, sur le vivant, qui existent depuis des années et des années. Jamais personne n'a eu l'idée de faire ce ratio. Maintenant, c'est pas les grands nombres qui y arrivent. Ils y arrivent par les grands nombres. Nous, on y arrive par la réflexion. Et on va pouvoir expliquer pourquoi, en cas de cancer, ce ratio élevé, c'est un mauvais avis, c'est un mauvais signe. Donc voilà, dans un fonctionnement normal, la TSH, elle a un rôle non seulement dans son action métabolique thyroïdienne périphérique, mais elle va stimuler dans le thymus la fabrication des lymphocytes. Il y a un rapport obligatoire, un enchaînement obligatoire entre les neutrophiles et les lymphocytes. Et comme on a fait tout à l'heure avec les globules rouges et les globules blancs, ça nous permet de voir en amont, ça nous permet de voir les estrogènes et la thyroïde. C'est donc bien le rôle de la thyroïde par rapport à la demande génitale. Donc, par ce ratio simple, et je vais vous montrer la pathologie, ça c'est la physiologie normale, par ce ratio simple, vous avez tout de suite une idée, rien qu'en regardant la numération formule de votre truc, ça coûte pas un rond, pas un centime. Tout le monde fait des numérations à 10 €. Tout de suite, vous gagnez, tiens, le N sur N, il est élevé. Mon malade d'un cancer, effectivement, il n'a pas bien. Alors, on va voir maintenant la pathologie. Si vous avez plus de neutrophiles que de lymphocytes, c'est fréquent, ça. Vous regardez toutes les numérations tous les jours,
comment vous allez interpréter cette période? Bien, vous avez un fort potentiel estrogénique. Il y a un grand besoin des estrogènes. Et on comprend que ça va avoir un rôle s'il y a des cancers. Les estrogènes, ce sont des substances qui permettent d'assurer la déplication du noyau. La déplication du noyau d'ouverture, du développement. Ces estrogènes, ils sont requis par un métabolisme. Si la tumeur, dans un coin, a une sorte de cloisonnement périphérique par rapport à la globalité de l'individu et devient autonome, elle veut bouffer, elle se nourrit, elle a besoin de protéines pour construire ses tumeurs, pour se construire en tant que tumeur et se développer. À ce moment-là, il y a un grand besoin d'estrogènes. Et à ce moment-là, vous avez beaucoup de neutrophiles. On a vu le mécanisme. Sécrétion, augmentation du nombre de neutrophiles. Regardez toutes les publications, vous verrez ça dans mon livre, il y a des références scientifiques. Ça a été fait des milliers et des milliers de fois. Et là, on va dans le cadre de l'hyperimmunité. Et qu'est-ce qui se passe en haut, au niveau de la thyroïde? Vous voyez que le turnover estrogénique, il est très rapide. Il est rapide dans la réponse de la T4 parce qu'il y a besoin d'énergie pour fabriquer ces neutrophiles sous l'action des estrogènes en réponse à la demande périphérique. Et l'inflammation va apparaître. Donc hyperimmunité et inflammation, rien qu'à la vue du nombre élevé de neutrophiles. Et la maturation des lymphocytes, du fait que le turnover de la T4 ici est très rapide, ça va très très vite là et ça met plus de temps pour venir là. Donc la rapidité avec laquelle les lymphocytes devront être fabriqués restera inférieure à celle avec laquelle les neutrophiles ont été activés. Donc oui, là on arrive là dans les notions subtiles d'activité. Ici, on est dans une évaluation qualitative. On n'a pas mesuré la T4. On n'a pas mesuré les estrogènes, puisqu'on part que de la numération formule. Comprenez bien ça. Ça, c'est vraiment la clé. C'est la clé du système. Et donc, vous voyez ici un exemple d'une pathologie où vous avez des neutrons supérieurs aux lympho. Vous comprenez que lorsque vous êtes dans une situation comme ça, c'est le cas des malades qui ont un index élevé sur lequel toute la science moderne fait ratio neutro sur lympho sur Internet, sur les bases de données, vous allez avoir 1000, 2000, 3000 publications qui sont toutes les mêmes, mais sans comprendre le mécanisme. Ils disent oui, on voit que si ce ratio est élevé chez les maths, un cancer de la vessie, un cancer du côlon, ils disent oui, on le voit. On peut l'expliquer par le biais de cette conception en amont qui fait que les estrogènes étant suractivés, vous allez privilégier la réponse du développement carcinologique par rapport à une immunité lymphocytaire affaiblie, amoindrie, relativement à l'activité excessive des neutrophiles. Donc, ils devraient s'intéresser, eux, on pourrait leur écrire à ces gens-là, ils ne répondent jamais quand on leur écrit, mais regardez, faites des recherches sur les estrogènes circulants et l'activité de la T4 et de la TSH, et encore, ils sont dans le domaine du quantitatif. Or, ce que nous évaluons là, c'est une évaluation quantitative d'une activité. Si vous ne comprenez pas ça, vous ne pourrez jamais comprendre la logique des fonctions. Et je sais que beaucoup de médecins qui ont travaillé beaucoup de mal à franchir ces étapes. On continue maintenant l'autre aspect. Si vous avez des lympho supérieurs aux neutrons, vous avez toujours la même demande d'estrogène. Vous fabriquez des neutrophiles, mais vous allez voir que la TSH va avoir, pour des raisons X,
et c'est pour ça qu'il faut faire les liens avec les autres éléments du système va être retardé dans ses effets neutrophiles. Alors autant tout à l'heure la voie se faisait ici, autant maintenant la voie qui va être privilégiée, c'est la voie des lymphocytes. Et donc la maturation va être suractivée et vous allez avoir une lymphocytose élevée. Et là, c'est dans le cadre où la T4, bien évidemment, elle va être exprimée, parce que l'énergie, il la faut pour construire aussi les lymphocytes. Mais elle est retardée par le fait que, pour des raisons X qui sont liées à l'état particulier de la personne que vous avez en face de vous, qu'il soit un homme ou une femme, ça ne dépend pas du sexe, ça. Il fonctionne comme ça. Il fonctionne comme ça. Donc, il ne faut pas confondre. Et ça, les confrères classiques ont du mal à comprendre ça. Il ne faut pas confondre un taux circulant de TSH ou de T4 avec la réalité de l'action tissulaire de ces substances qui sont dans le sang. L'interprétation peut être souvent à l'inverse de ce qu'on pense être si on reste au niveau de ce qui est dans le sang circulant. Et là, voilà. Donc là, vous avez deux exemples simples, qui sont des algorithmes simples entre deux chiffres du sang circulant. Ils sont déjà porteurs d'une fonction. Ils sont déjà, rien qu'avec ces deux index, vous avez une idée de l'activité relative des androgènes par rapport aux estrogènes. Et comme c'est une relativité, il peut y avoir beaucoup d'androgènes et beaucoup d'estrogènes, ou peu d'androgènes et peu d'estrogènes, mais c'est le ratio entre l'un et l'autre qui est important. Donc vous voyez à quel point ça change la vision de l'endocrinologie moderne dans l'interprétation des résultats biologiques. Alors on peut faire des index composés. Si vous avez une première fonction qui vous dit c'est androgène sur estrogène. Si vous avez une deuxième fonction qui vous dit c'est le rapport entre l'activité de l'ACTH par rapport à la FSH, vous commencez à voir se dessiner un vrai modèle de simulation basé exclusivement sur la physiologie et les données de la science actuelle qui bouleverse les concepts. Je n'aurais pas rencontré Durafour. Et aucun médecin n'a proposé jusqu'à présent une théorie de cet ordre-là. Je n'aurais pas rencontré Durafour, probablement, certainement, je n'aurais pas été capable de créer cette conception, d'avoir cette vision. C'est pour ça que je vous dis, j'ai une immense admiration pour lui. Alors, une fois que vous avez dit des fonctions, 4-5 fonctions, si vous savez comment ces fonctions sont reliées entre elles, si vous savez comment ces fonctions sont reliées entre elles, et vous vous dites, cette fonction 2 que je vais, cette fonction 3 que je vais avoir, ça sera un rapport entre la fonction 1 et la fonction 2, parce que cette fonction 3 va être la résultante d'une suractivité de la fonction 1 par rapport à la fonction 2, etc., etc. Vous allez faire des index d'index. Et ces index d'index ne sont toujours qu'à partir de ce qui a été pris dans le son circulant au départ. Et vous allez voir ce qu'on peut mesurer. En partant de ce ratio neutro sur le fond, on obtient le rapport génito-thyroïdien. Ce rapport va rentrer dans un autre index qui va nous permettre d'évaluer l'activité relative du catabolisme par rapport à l'anabolie chez ce patient. Il est très intéressant chez ce patient de savoir s'il a un cancer, qu'il est en phase hypercatabolique, ou s'il va vers une modification de son équilibre vers une phase hypercatabolique, et vers une phase où le génito-thyrénien va être augmenté. Là, ce sont des éléments péjoratifs, avant même que l'expression de la maladie soit incarnée dans la tumeur évoluant. On est dans le très subtil, dans la compréhension de ces relations entre elles. Et puis, vous pouvez aller plus loin dans l'index. Vous pouvez évaluer l'activité du cortisol sans mesurer le cortisol dans le sang. Et ça dépasse les concepts de la médecine actuelle.
Si vous restez dans l'évaluation quantitative des choses, vous passez à côté de ça. Ce système il est à la disposition de la communauté scientifique internationale. On a fait des travaux aux États-Unis. En France, on a un travail qui se met en place lentement avec l'armée française sur l'évaluation du stress chez les femmes après une grossesse. On a travaillé aussi avec ces algorithmes sur l'évaluation du stress chez les militaires français en Afghanistan. On a vu des choses passionnantes. On a même pu appliquer ce système en tenant compte des normes de la biologie du rat. Un chercheur de Paris nous a mis au défi d'évaluer, à travers une population de 200 rats qu'il connaissait par cœur, puisqu'ils font des IRM du rat et tout ça, il les avait classés en deux groupes, les groupes hyperactifs et les groupes hypoactifs. Et il nous a dit, voilà, je vous donne la numération de ces rats, est-ce que vous pouvez, tout était mélangé, est-ce que vous pouvez les identifier? On a appliqué ces algorithmes simples de la numération formule sanguine, et quand on fait la comparaison sur les résultats des index, on se rend compte qu'il y a une partie qui est en dessous, une partie qui est au-dessus, et ça corrélait à 89%. Donc il a été extrêmement surpris qu'avec une simple numération sanguine, on puisse sélectionner des catégories de rats qui étaient mélangées en un groupe homogène alors que c'était deux groupes différents. Vous voyez la fonction du cortex surrénal, l'activité métabolique. Tout ça, ce sont des enseignements en chaîne, c'est un système, et je vais vous montrer, à travers des exemples réels de patients, parce que là, c'est des conceptions théoriques, il faut voir dans la réalité comment les choses fonctionnent. On peut évaluer l'activité de l'histamine de façon immédiate, ça ne prend pas une heure. Donc ce sont des méta-indices. Et ce qu'on peut dire, c'est que le système qui a été le fruit du travail de Durafour est le travail d'un groupe de médecins. Il y a l'idée de génie, et puis il y a un groupe qui s'est constitué autour de nous, qui a travaillé vraiment, qui a donné de son temps, de son énergie, de sa vie, qui a transcrit des cassettes de travail en commun et tout ça. Et il y a 20 000 pages qui ne sont pas publiées et qui sont un trésor pour l'avenir, pour les médecins qui veulent travailler avec nous, où des grandes clés ont été données. Et avec mon ami Cagnard aux États-Unis, donc on a développé, continué à développer dans notre secteur à nous, la façon de voir comment ce système de la biologie des fonctions évaluer les différents plans de fonctionnement de l'être humain. Il y a le plan biologique pur, qui va de l'évaluation de la duplication de l'ADN, de la fracture cellulaire. On a des index de duplication de l'ADN, de fracture cellulaire. Exclusivement, on n'a pas mesuré dans le sang. On n'a pas demandé à les généticiens de contrôler avec tout. On leur propose. Il n'y a pas de réponse. C'est dramatique d'être dans l'isolement. Heureusement, ça s'ouvre petit à petit maintenant, mais ça fait 40 ans qu'on est dans ce travail. Donc ça vous permet de voir le fonctionnement au niveau des tissus, des organes, et par des index plus complexes encore, qui sont des d'index, on arrive à faire une approche phénoménologique de l'être que vous avez en face de vous. Je ne rentrerai pas dans les explications de tout ça, mais on a un système qui est intégré du niveau le plus matériel au niveau le plus émotionnel et plus élevé encore, parce qu'en réalité, tout est contenu dans le sang. Le sang, les anciens disaient, c'est la vie. Seulement quand faut-il avoir les clés pour lire et pour comprendre ce qu'il y a de caché dans la réalité. Alors c'est un outil dont on ne peut pas se passer quand on a des mains graves, bien évidemment. Voilà. Je vais passer maintenant. Je vais passer à la deuxième étape, c'est les 4 militaires. Voilà, je vous donne, vous avez ici synthétiquement représenté
ce que les médecins peuvent avoir sur leur ordinateur quand ils introduisent les données, les 4 axes, où vous voyez apparaître en chiffres l'évaluation quantitative de toute l'activité interleukine qui est effondrée, de la prolactine. Je ne vais pas rentrer parce que c'est un monde nouveau pour vous. Et il a fallu quand même 40 ans de travail pour en arriver à ce point-là. C'est pour vous donner juste une idée globale, pour que vous compreniez que c'est un modèle de simulation. Un modèle de simulation basé exclusivement sur les dérivations actuelles. Oui. Après, on va voir le traitement. Le système peut vous aider. Un système est toujours au service du diagnostic clinique. Il ne doit jamais remplacer le diagnostic clinique. Et le système, il a des algorithmes qui font des liens entre les algorithmes eux-mêmes et qui vous disent des alertes. Et vous allez par exemple choisir le drainage hépatique et vous allez cliquer sur curcuma, inhiber le bêta-sympathique, les estrogènes périphériques, et vous voyez que dans cette façon de traiter, on va traiter la fonctionnalité de l'individu par des extraits de plantes, ou des oligo-éléments, ou une diététique alimentaire particulière. Oui, la diététique, elle est intégrée complètement dans la biologie.